Je m'appelle Delphine. Dans l'album photo de ma famille, je suis l'espace vide entre deux pages, le flou à l'arrière-plan, la silhouette grise que l'on oublie avant même d'avoir tourné la page. J'ai grandi avec cette certitude ancrée dans mes os que ma présence était tolérée, mais jamais désirée. Ce soir-là, je suis arrivée à la fête d'anniversaire de ma sœur Clarisse comme je suis arrivée dans toute ma vie, à l'heure, discrète, avec un cadeau réfléchi et sans attendre grand-chose en retour, si ce n'est peut-être un peu de courtoisie. Pourtant, cette nuit-là, au cœur de la campagne de Besançon, même le minimum de dignité que j'espérais m'a été refusé avec une cruauté chirurgicale. On m'a installée sur une chaise pliante en plastique, une de celles que l'on sort pour les pique-niques improvisés, coincée entre le vrombissement assourdissant d'un climatiseur industriel et la sortie de service par où passaient les poubelles nauséabondes. C'était l'endroit précis qu'on réserve à quelqu'un qu'on a invité par pure obligation sociale et qu'on préférerait oublier instantanément. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Que se passe-t-il quand la femme que tout le monde méprise, celle qu'ils appellent la ratée, s'avère être celle qui possède tout ce qu'ils désirent le plus au monde? Restez avec moi, car ce qui a commencé par une humiliation publique s'est terminé par le silence le plus assourdissant et le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu de toute mon existence. Chers amis qui m'écoutez, avant de plonger dans les détails de cette soirée qui a changé ma vie, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville de France ou d'ailleurs vous nous écoutez ce soir, et quelle heure est-il chez vous? J'adore imaginer où vous êtes pendant que je vous raconte mon histoire. La soirée avait lieu au château de Vregille, une demeure imposante du XVIIIe siècle nichée sur les hauteurs de Besançon. C'était un lieu magnifique, chargé d'histoire, que ma sœur avait loué à un prix exorbitant pour satisfaire son ego démesuré et épater la galerie. Le gravier blanc de l'allée crissait sous les pneus usés de ma vieille Peugeot 206, un bruit presque vulgaire et déplacé au milieu du défilé silencieux et arrogant des Audi noirs, des Porsche rutilantes et des Mercedes de fonction garés en épi avec une précision militaire. Je sentais déjà les regards des valets en livrée, un mélange insupportable de pitié et de dédain, alors que je sortais de ma modeste voiture. J'avais choisi une robe chemise beige, simple, en lin de bonne qualité, coupée sagement. Je n'aime pas attirer l'attention. Je préfère la qualité discrète au clinquant. Clarisse, elle, vivait pour le regard des autres. Le code vestimentaire qu'elle avait imposé sur les cartons d'invitation dorés à leur fin était or et blanc, une exigence ridicule et prétentieuse pour un simple 35e anniversaire, mais tellement typique de Clarisse. Elle voulait que ses invités soient le décor de sa propre splendeur. À peine avais-je franchi le seuil du jardin, où des centaines de guirlandes lumineuses pendaient aux arbres centenaires comme des étoiles artificielles, que Clarisse a fondu sur moi. Elle était resplendissante, il faut l'admettre, dans une robe dorée à paillettes qui moulait chaque courbe de son corps, une coupe de vin rouge grand cru à la main, le visage illuminé par un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Delphine, tu es venue » s'est-elle exclamée, sa voix montant dans les aigus, faussement chaleureuse, attirant l'attention de son petit cercle d'admirateurs. Elle a ouvert les bras pour m'embrasser, mimant l'affection fraternelle, mais au moment précis où elle s'est penchée vers moi, son poignet a effectué un mouvement sec, presque imperceptible. J'ai senti le liquide froid et collant traverser le lin de ma robe, se répandre sur mon épaule droite comme une blessure sanglante qui s'élargissait à vue d'œil. Le vin rouge sombre sur du lin beige clair. C'était visuellement catastrophique. « Oh mon Dieu !» a crié Clarisse, portant une main parfaitement manucurée à sa bouche en un geste théâtral. Mais j'étais assez près pour voir ses yeux. Il ne paniquait pas. Il ne montrait aucun regret. Il brillait d'une lueur malicieuse, satisfaite. « Je suis tellement maladroite, je suis désolée, ma chérie. » Elle a sorti un petit mouchoir en papier de sa pochette et a tamponné la tache sans aucune délicatesse, étalant le vin plutôt que de l'absorber, agrandissant la marque de l'humiliation. Puis, elle s'est reculée et a ri, un petit rire sec et nerveux qui sonnait comme du verre brisé. Bon, de toute façon, cette robe avait l'air un peu fatiguée, non, a-t-elle lancé assez fort pour que les invités autour de nous entendent. Je suis sûre que personne ne remarquera la tache. C'est du vintage, on dira. C'est le style bohème pauvre, c'est très tendance. Je n'ai rien dit. J'ai senti la colère monter en moi, une boule chaude et dure dans ma gorge, mais je l'ai avalée. Comme toujours. J'ai simplement sorti mon propre mouchoir en tissu, brodé discrètement à mes initiales d'essai, et j'ai épongé l'excédent avec dignité. Ce n'est rien, Clarisse. Joyeux anniversaire,
dis-je d'une voix calme qui contrastait avec le tumulte dans ma poitrine. Oui, oui, merci, répondit-elle en balayant ma présence d'un geste dédaigneux de la main, comme on chasse une mouche gênante. Va t'asseoir, tu veux. J'ai mis ta place là-bas, tout au fond, pour que tu sois tranquille. Tu n'aimes pas la foule, je sais. Tu préfères rester dans ton coin. Elle a pointé du doigt le coin le plus sombre et le plus éloigné de la terrasse en pierre. Là, juste à côté de la porte battante des cuisines qui s'ouvrait et se fermait sans cesse, et d'une énorme unité de climatisation qui soufflait un air chaud et bruyant, trônait une chaise pliante en plastique blanc, jaunie par le temps. Pas une chaise chiavari dorée avec un coussin de velours comme pour les autres invités. Une chaise de camping. Une chaise de rien. Je me suis dirigée vers ma place, la tête haute, sentant le vin séché et collé à ma peau, raidissant le tissu. Les invités, des collègues de Clarisse pour la plupart, des gens qui se croyaient importants parce qu'ils portaient des costumes d'Italiens et buvaient du champagne, me regardaient à peine. Pour eux, je n'étais personne. J'étais invisible. Une tache de vin sur une chaise en plastique. Je me suis assise. Le plastique était dur et froid sous mes jambes. Le climatiseur vrombissait à côté de mon oreille, couvrant presque la musique raffinée du quatuor à cordes qui jouait du Mozart au centre du jardin. L'odeur des poubelles de la cuisine, un mélange écœurant d'épluchures de légumes, de sauces rances et de poissons, venait par vagues chaque fois que la porte s'ouvrait. C'était une insulte calculée, précise, millimétrée. Clarisse ne voulait pas simplement que je sois là. Elle voulait que je sache exactement quelle place j'occupais dans son monde brillant, celle des ordures. Celle de l'arrière-boutique. Mais Clarisse ignorait une chose capitale. Elle pensait que j'étais là pour subir, comme je l'avais fait toute notre enfance. Elle ne savait pas que je n'étais plus la petite sœur fragile qui pleurait pour une robe tachée ou un jouet cassé. Elle ne savait pas que la tache sur mon épaule était insignifiante comparée à la tache indélébile, noire et définitive que j'allais révéler sur sa réputation et sa carrière ce soir même. Elle pensait contrôler la soirée, mais elle ne savait pas que le scénario avait déjà été réécrit, et que je tenais la plume. Quelques minutes plus tard, une agitation près de l'entrée principale a signalé l'arrivée de nos parents, Henri et Bernadette. Mon père portait un costume bleu nuit qui tirait un peu trop sur les boutons au niveau du ventre, signe de ses bons repas et de son manque d'exercice, et ma mère avait sorti sa parure de bijoux fantaisie qu'elle gardait précieusement pour les grandes occasions, persuadée qu'il faisait illusion. Ils marchaient le menton levé, fiers, gonflés d'importance, comme s'ils étaient les châtelains légitimes de ce domaine loué, saluant des gens qu'ils ne connaissaient même pas. Ils ont traversé la foule, distribuant des sourires mielleux, jouant le rôle des parents parfaits de la fille parfaite, jusqu'à ce qu'ils atteignent Clarisse. Ma sœur rayonnait sous les projecteurs. C'était son moment, son apogée. Maman, papa, s'est-elle écriée en les voyant. Elle les a embrassés avec une effusion théâtrale, comme si elle ne les avait pas vus depuis des années, alors qu'ils déjeunaient ensemble tous les dimanches midi, des déjeuners auxquels je n'étais que rarement conviée, et toujours par devoir. Bernadette a reculé d'un pas pour admirer sa fille aînée, les larmes aux yeux. « Regarde-toi, ma chérie. Une vraie reine. Tu es magnifique. Tu es la fierté de cette famille, tu sais. La réussite incarnée. » Puis, inévitablement, son regard a erré au-delà de l'épaule de Clarisse et s'est posé sur moi, assise seule dans mon coin sombre, près du bruit et des odeurs. Son sourire s'est affaissé instantanément, comme un soufflet raté. Elle s'est approchée, non pas pour m'embrasser, non pas pour me demander comment j'allais, mais pour m'inspecter comme on inspecte un défaut de fabrication. « Delphine », a-t-elle dit, le ton sec et critique. « Qu'est-ce que tu as fait à ta robe ? Tu es tachée de vin rouge. C'est répugnant. On dirait que tu ne sais pas te tenir. » C'était un accident, maman, Clarisse m'a bousculée, dis-je doucement, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Avec toi, c'est toujours un accident, a grommelé mon père, Henri, sans même me dire bonjour, sans même un regard dans les yeux. Regarde ta sœur. Impeccable. Parfaite. Pourquoi ne peux-tu pas faire un effort, juste pour une fois ? Pourquoi faut-il toujours que tu gâches le tableau ? J'ai fait un effort, papa. Je suis là. J'ai mis une robe. Je suis venue, répondis-je, sentant l'injustice me brûler la peau. Clarisse est intervenue, jouant la pacificatrice avec un sourire en coin,
savourant chaque seconde de ma détresse. Oh, laissez-la, les parents. Ne soyez pas durs. Delphine n'a pas les moyens de s'acheter des vêtements de rechange, vous savez bien. Avec son petit salaire de réceptionniste de nuit, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Le mensonge flottait dans l'air, toxique et lourd. Ils croyaient tous que je travaillais à la réception d'un petit hôtel bon marché de la zone industrielle, vivant au jour le jour, comptant mes centimes. Je n'avais jamais pris la peine de les corriger. À quoi bon? Ils n'écoutaient jamais. Ils avaient écrit mon histoire pour moi, celle de la ratée, de la sans ambition. Et cela les arrangeait, car cela faisait briller Clarisse encore plus fort par contraste. C'était l'heure des cadeaux. Le moment que Clarisse attendait avec avidité. Les amis et collègues de Clarisse s'avançaient avec des sacs orange Hermès, des boîtes noires Chanel, des enveloppes épaisses contenant des bons pour des spas de luxe. Clarisse gloussait, feignant la surprise à chaque fois qu'elle découvrait un foulard en soie ou un parfum hors de prix. « Oh, c'est trop! Vous êtes fou! Vous me gâtez !» s'écriait-elle en battant des cils. J'ai attendu une accalmie dans ce défilé de vanité pour m'approcher. J'avais les mains moites, serrant mon présent contre moi. Je tenais une petite boîte en bois de noyer, simple, patinée par le temps, que j'avais vernie moi-même. À l'intérieur reposait un objet sur lequel j'avais passé 2 mois de travail acharné, soir après soir, dans le silence de mon atelier personnel, sous la lumière de ma lampe loupe. Je me suis avancé vers elle, traversant le cercle de lumière. Joyeux anniversaire, Clarisse. Elle a pris la boîte avec une moue dubitative, la soupesant comme si elle était vide ou remplie de pierres. Merci, Delphine. C'est lourd. Qu'est-ce que c'est encore? Elle a ouvert le couvercle avec un ongle impatient. À l'intérieur, sur un coussin de velours bleu nuit cousu main, reposait une montre à gousset du XIXe siècle, en argent massif. Je l'avais trouvée en ruine, oxydée et bloquée, dans une brocante à ornans. J'avais démonté chaque engrenage minuscule, poli chaque ressort, remplacé le verre brisé, huilé les rubis. C'était une pièce unique, un chef-d'œuvre de mécanique, valant une petite fortune pour les vrais connaisseurs, mais surtout, c'était un symbole. Le temps. Le temps que nous avions perdu, le temps que je voulais réparer entre nous. Clarisse a froncé les sourcils, la déception peinte sur son visage. Elle a sorti la montre par la chaînette, la laissant pendre au bout de ses doigts comme un animal mort ou un objet sale. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé, sa voix assez forte pour que les invités proches l'entendent et se tournent vers nous. « Une vieille montre ? Ça sent le vieux grenier. » C'est une montre à gousset de 1890, ai-je expliqué, ma voix tremblant légèrement sous le coup de l'émotion contenue. Je l'ai restaurée moi-même, Clarisse. Pièce par pièce. Regarde, j'ai fait graver ton nom et ta date de naissance à l'intérieur du clapet en argent. Clarisse a pouffé de rire, un rire cruel. Restaurée ? Tu veux dire que tu l'as trouvée dans une poubelle et que tu l'as nettoyée avec du produit vaisselle ? Delphine, franchement. J'ai une Apple Watch dernier cri. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette vieillerie ? Ça ne compte même pas mes pas. Elle a fait un geste désinvolte, comme pour la remettre dans la boîte sans regarder, mais elle l'a manqué volontairement. La montre a glissé de ses doigts. Le temps a semblé ralentir, se figer. J'ai vu l'argent briller sous la lumière des guirlandes, tourbillonner dans l'air, avant de heurter violemment le carrelage dur de la terrasse. Cric. Le bruit du verre qui se brise a transpercé mon cœur plus douloureusement que n'importe quelle insulte. C'était le bruit de mes efforts, de mes espoirs, de mon amour fraternel qui éclatait en 1000 morceaux. Oups, a dit Clarisse, sans aucune émotion, sans même baisser les yeux. Elle a repoussé la montre brisée du bout de son escarpin Louboutin à semelle rouge. Bon, de toute façon, elle était déjà vieille et cassée. Mais là avec les emballages vides, quelqu'un ramassera ça plus tard. Mon père a ri, un rire gras. Elle n'a jamais eu le sens pratique, cette petite. Offrir une horloge à remonter à l'heure du numérique ? C'est tout elle. Toujours à côté de la plaque. Je me suis baissé lentement pour ramasser la montre. Le cadran en émail blanc était fêlé en plein milieu, une cicatrice noire séparant le chiffre 12 du chiffre 6. J'ai caressé le métal froid, sentant les éclats de verre sous mes doigts.
Je n'ai pas pleuré. À la place, une froideur absolue, clinique, s'est installée dans ma poitrine. J'avais passé des heures à réparer le temps pour elle, et elle venait de le briser en une seconde. C'était le moment exact, précis, irrévocable où le dernier fil qui me reliait à cette famille s'est rompu. Il ne méritait pas mon temps. Il ne méritait pas mon talent. Il méritait une leçon. Et ils allaient la voir. En tenant la montre brisée contre ma poitrine, serrée comme une protection dérisoire, une scène vieille de 20 ans a refait surface dans ma mémoire, violente et intacte, comme si c'était hier. J'avais 12 ans, Clarisse en avait 15. Nous vivions dans un appartement modeste du quartier battant à Besançon, bien avant que mes parents ne commencent à vivre au-dessus de leurs moyens pour paraître riches et fréquentables. C'était un été caniculaire, l'air était lourd et collant. Clarisse voulait désespérément une paire de baskets de marque américaine, celles que toutes les filles populaires du collège portaient pour se pavaner dans la cour de récréation. Mes parents avaient dit non, fermement. C'est trop cher, Clarisse. Nous n'avons pas le budget cette année. Nous devons payer les réparations de la voiture. Clarisse avait hurlé, tapé du pied, pleuré toutes les larmes de son corps pendant 2 jours entiers, rendant l'atmosphère de la maison irrespirable. Puis, soudain, le silence. Une semaine plus tard, elle rentrait à la maison avec les chaussures aux pieds, marchant comme une star. Une amie me les a prêtées, avait-elle menti avec un aplomb terrifiant pour son âge, sans même cligner des yeux. Le soir même, ma mère a découvert que 200 €, une somme énorme pour nous à l'époque, l'argent destiné aux courses du mois et aux fournitures scolaires avait disparu de son portefeuille caché dans le pot à biscuits en faïence sur l'étagère de la cuisine. L'interrogatoire a commencé dans le salon. Mon père était furieux, le visage rouge, ma mère en larmes, effondrée sur le canapé. Clarisse, assise droite, les yeux secs, a pointé un doigt tremblant vers moi. « C'est Delphine », a-t-elle chuchoté, jouant la fille choquée. Je l'ai vue fouiller dans la cuisine hier soir. Elle disait qu'elle voulait s'acheter des bonbons et des jouets. Elle est jalouse de mes affaires. Je me souviens du choc physique de ces mots. Je n'avais rien fait. J'étais une enfant sage, timide. Je savais que c'était Clarisse. Je l'avais vue compter les billets dans sa chambre, je l'avais vue cacher la boîte de chaussures sous son lit. Mais quand j'ai regardé ma sœur, j'ai vu une terreur pure dans ses yeux. Elle me suppliait silencieusement. Si elle était prise, elle serait privée de sa colonie de vacances, son rêve de l'été, la seule chose qui comptait pour elle. J'étais la petite sœur. J'étais celle qui aimait inconditionnellement. J'étais celle qui encaissait pour protéger l'harmonie fragile de la famille. Et par une stupidité née d'un amour aveugle, j'ai baissé la tête. C'est vrai, ai-je murmuré, la gorge serrée. C'est moi. J'ai pris l'argent. La gifle de mon père a claqué comme un coup de fouet dans le silence du salon. Ma joue a brûlé, mais mon cœur a brûlé davantage. Je n'ai pas pleuré sous le coup, mais sous l'injustice. J'ai été privée de sortie tout l'été. J'ai été enfermée dans ma chambre pendant que les autres jouaient dehors. J'ai été étiquetée comme la voleuse, la sournoise, celle en qui on ne peut pas avoir confiance. Clarisse a gardé ses chaussures. Elle est partie en colonie de vacances, m'envoyant des cartes postales joyeuses. Elle ne m'a jamais dit merci. Jamais. Pire, au fil des années, elle a fini par croire à son propre mensonge. Elle se racontait l'histoire jusqu'à ce qu'elle devienne sa vérité. Delphine est malhonnête, Delphine n'est pas fiable, Delphine a des problèmes. Ce souvenir brûlait comme de l'acide alors que je regardais Clarisse rire avec ses invités sur la terrasse du château. Elle n'avait pas changé d'un iota. Elle était toujours cette adolescente de 15 ans, égoïste et manipulatrice, prête à sacrifier n'importe qui, même sa propre sœur, pour obtenir ce qu'elle voulait. Sauf que maintenant, ce n'était plus des baskets. C'était sa carrière, sa réputation, construite sur des mensonges, des vols et des manipulations. Je m'adresse à vous, mes amis. C'est une question difficile, mais soyez honnêtes, si vous aviez été à ma place à 12 ans, auriez-vous dénoncé votre sœur pour sauver votre peau, ou auriez-vous encaissé le coup pour protéger la famille? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires, je lis tout. La différence fondamentale, c'est que la Delphine de 12 ans était impuissante et naïve. La Delphine de 32 ans, assise sur cette chaise en plastique, avait une arme bien plus puissante que le silence ou les larmes.
J'avais le pouvoir. Je me suis rassise, rangeant la montre brisée dans mon sac à main. J'ai regardé autour de moi avec des yeux nouveaux. Cette fête, ce château, ce champagne, ces rires, tout cela était financé par le même mécanisme que les chaussures de ses 15 ans, l'argent des autres. Sauf que cette fois, l'argent qu'elle volait, c'était le mien. Et elle ne le savait même pas. Tandis que la nuit tombait doucement sur le château et les collines environnantes, enveloppant la fête d'une fausse intimité dorée, mon esprit s'est détaché du bruit ambiant pour se concentrer sur la réalité que personne ici ne soupçonnait. Il me voyait comme Delphine, la réceptionniste de nuit, celle qui somnole derrière un comptoir d'hôtel bas de gamme en lisant des magazines People. C'était le déguisement parfait, le camouflage ultime. En réalité, je n'avais pas travaillé pour quelqu'un d'autre depuis 7 ans. Tout a commencé quand j'avais 24 ans. Je vivais dans un studio minuscule, mangeant des pâtes tous les jours pour économiser. Avec le peu d'argent que j'avais réussi à mettre de côté, j'ai commencé à investir en bourse. Pas au hasard, pas comme un jeu. J'ai étudié les marchés avec une obsession maniaque pour les détails, passant mes nuits à analyser des bilans comptables. J'ai repéré une petite start-up technologique à Grenoble que tout le monde ignorait. J'ai mis toutes mes économies, chaque centime. 6 mois plus tard, elle a été rachetée par un géant américain de la Silicon Valley. Mon investissement a été multiplié par 50. Je n'ai rien dit à ma famille. Pas un mot. Ils auraient voulu leur part, ou pire, ils m'auraient dit que c'était de la chance. J'ai réinvesti. J'ai acheté des immeubles délabrés dans le vieux Besançon, je les ai rénovés moi-même le week-end, apprenant à poser du carrelage et à peindre, puis je les ai revendus avec une plus-value énorme. J'ai appris la finance, le droit des affaires, la stratégie d'entreprise. J'ai fondé le fonds d'investissement L'Horizon. Un nom poétique pour une entité redoutable dans le monde des affaires. Ma spécialité ? Racheter des entreprises mal gérées, nettoyer la direction incompétente, et les rendre rentables. Je suis ce qu'on appelle un médecin d'entreprise, ou parfois, un nettoyeur. Il y a 6 mois, mon équipe d'analystes a posé un dossier épais sur mon bureau en verre, la chaîne d'hôtels Grand Mirabel. Une institution prestigieuse mais qui perdait de l'argent à une vitesse alarmante. En parcourant l'organigramme, mon cœur s'est arrêté un instant. La directrice commerciale régionale, responsable de toute la zone, n'était autre que Clarisse. J'ai hésité. Longuement. Mélanger affaires et famille est toujours une erreur, c'est la règle numéro 1. Mais les chiffres étaient là. L'hôtel avait du potentiel, le management était le problème. J'ai donné le feu vert. L'Horizon a acquis 51% des parts. Nous sommes devenus les propriétaires majoritaires. Clarisse savait que la maison mère avait changé de main. Elle savait qu'un nouveau conseil d'administration avait été nommé. Mais elle ne connaissait pas le nom de la présidente. Je me cachais derrière des sociétés écrans, des avocats et des prête-noms. Je voulais voir. Je voulais observer. Je voulais savoir comment elle travaillait sans que je sois là pour gâcher le paysage familial. Et ce que j'ai vu au cours des 6 derniers mois m'a horrifié. Depuis ma chaise dans l'ombre, j'ai observé un homme corpulent, le visage rouge et luisant de sueur, s'approcher de Clarisse près du buffet des fruits de mer. C'était Monsieur le maire, un gros fournisseur de produits frais local. Je l'ai reconnu immédiatement d'après les photos des dossiers de l'audit interne. Il a regardé autour de lui nerveusement, puis a glissé discrètement une enveloppe épaisse et marron dans la main de Clarisse. Elle a souri, a vérifié l'épaisseur du bout des doigts experts, et l'a glissé dans sa pochette de soirée Yves Saint Laurent en un éclair. Un pot de vin. Un kickback. Je savais exactement ce qui se passait. Le schéma était limpide. Clarisse approuvait des factures gonflées de 20% pour les fournitures de l'hôtel le vin, le saumon, les truffes, le linge et le fournisseur lui reversait la moitié du surplus en liquide. C'était classique, sale, et totalement illégal. Elle volait son propre employeur. Elle volait l'entreprise qu'elle prétendait servir. Elle me volait. Je me suis sentie nauséeuse. Pas par l'alcool que je n'avais pas bu, mais par la cupidité flagrante et vulgaire de ma propre sœur. Elle utilisait cet argent sale pour louer ce château, pour m'humilier, pour acheter l'amour de nos parents avec des cadeaux coûteux. J'ai sorti mon téléphone de ma poche.
J'ai composé un message rapide à un numéro enregistré sous le nom Claude Vasseur, CEO. Le message disait simplement, le spectacle commence. Arrive dans 15 minutes. Apporte le dossier bleu. Clarisse pensait qu'elle était au sommet du monde ce soir, intouchable. Elle ne savait pas qu'elle dansait au bord d'un volcan actif et que je tenais le détonateur entre mes mains. Le tintement cristallin d'une petite cuillère en argent contre une flûte à champagne en cristal a coupé court aux conversations. Le son était impérieux, exigeant le silence absolu. Clarisse était montée sur la petite estrade installée devant la fontaine éclairée, le micro à la main. Les projecteurs se sont braqués sur elle, transformant ses paillettes dorées en une armure de lumière aveuglante. Elle ressemblait à une idole païenne réclamant son adoration. « Bonsoir à tous !» a-t-elle lancé, sa voix amplifiée résonnant dans tout le jardin et rebondissant contre les murs du château. « Merci d'être venu célébrer mes 35 ans. Je regarde autour de moi et je ne vois que de l'excellence, de la réussite, de la beauté. » Des applaudissements polis et nourris ont crépité. Elle a continué, parlant de sa vision, de son leadership naturel, de comment elle avait transformé la division régionale de l'hôtel grâce à son génie. Des mensonges, encore des mensonges. Les chiffres réels montraient une chute de 12% du chiffre d'affaires, masquée par des manipulations comptables grossières. Puis, son regard a balayé la foule comme un prédateur cherchant une proie facile et s'est arrêté, avec une précision cruelle, sur mon coin sombre. « Mais vous savez, a-t-elle dit, baissant la voix pour un effet dramatique étudié, le succès ne vaut rien si on ne se rappelle pas d'où l'on vient. Et ce soir, j'ai une pensée spéciale, très émue, pour ma petite sœur, Delphine. » Tous les visages se sont tournés vers moi. Je me suis figée, le cœur battant violemment contre mes côtes, sentant le poids de centaines de regards. « Delphine, lève-toi, qu'on te voit. » a-t-elle ordonné avec un sourire bienveillant qui cachait des crocs. Je ne voulais pas, mon corps criait de rester assise, de disparaître, mais la pression sociale était trop forte. Je me suis levée lentement, ma robe tachée de vin visible de tous sous la lumière impitoyable. « Regardez-la » a continué Clarisse avec un sourire de requin. Elle est venue malgré tout, fidèle au poste. Vous savez, Delphine a toujours eu du mal à trouver sa voie dans la vie. Pendant que je faisais des études, que je dirigeais des équipes, elle, eh bien, elle s'occupait de choses plus terrax en grafter. Plus simple. Elle a fait une pause, attendant l'effet comique, savourant le suspense. Elle est réceptionniste de nuit. C'est un métier, utile. Mais ce soir, je suis tellement contente qu'elle soit là. Pas seulement parce qu'elle est ma sœur, mais parce qu'on avait vraiment besoin de quelqu'un pour surveiller que les poubelles ne débordent pas à côté du buffet. Le silence a duré une fraction de seconde, le temps que la cruauté de la blague soit digérée, puis le rire a éclaté. Ce n'était pas un rire gentil. C'était un rire gras, moqueur, un rire de meute. J'ai vu mon père, Henri, rire si fort qu'il a dû s'essuyer les yeux avec sa serviette. Ma mère souriait, un peu gênée peut-être, mais complice. Les collègues de Clarisse me pointaient du doigt en chuchotant. « Elle est bonne à ça, au moins. » A lancé quelqu'un dans la foule, un homme ivre. Une experte en gestion des déchets. A renchéri un autre, provoquant une nouvelle vague d'hilarité. Clarisse rayonnait. Elle venait de m'assassiner socialement pour amuser la galerie. Elle se nourrissait de mon humiliation pour se sentir supérieure. Elle avait besoin de m'écraser pour se grandir. « Allez, je plaisante. » a-t-elle ajouté, sans aucune sincérité, voyant peut-être que certains invités étaient mal à l'aise. « On t'aime, Delphine. Rassieds-toi avant de te fatiguer. Je sais que les nuits sont longues à l'hôtel quand on attend des clients qui ne viennent pas. » Je me suis rassise, les jambes tremblantes, comme si mes os étaient devenus liquides. La honte me brûlait le visage, mais étrangement, elle s'est vite évaporée pour laisser place à une clarté glaciale. C'était fini. Il n'y aurait plus de pardon. Plus d'excuses pour l'enfance difficile ou la pression parentale. C'était de la méchanceté pure, distillée. Je regardais ma montre, celle à mon poignet, une Patek Philippe ultra plate et discrète que personne n'avait remarquée. Il était 21h45. Clarisse levait son verre pour un dernier toast triomphal. À moi. Et à mon avenir qui sera encore plus brillant et doré.
Les invités ont bu, scandant son nom. J'ai gardé les mains sur mes genoux, immobile. Je savais ce que Clarisse ignorait, son avenir brillant allait durer exactement encore 5 minutes. Pas une seconde de plus. Alors que les rires s'estompaient et que la musique reprenait, plus douce, une jeune serveuse s'est approchée de ma table isolée pour débarrasser des verres vides laissés par d'autres invités indélicats. Elle était très jeune, pas plus de 20 ans, avec des cheveux châtains tirés en un chignon strict et des yeux cernés de fatigue. Son badge indiquait Manon. En ramassant une serviette en papier tombée près de moi, elle s'est figée. Son regard s'est posé sur la petite broche en or blanc que je portais sur le col de ma robe tachée, le seul bijou que je m'étais autorisé. C'était un petit symbole discret, un soleil levant stylisé au-dessus d'une ligne d'horizon. Le logo de la Fondation L'Horizon, ma branche philanthropique. Les yeux de Manon se sont écarquillés comme des soucoupes. Ses mains ont commencé à trembler, faisant cliqueter dangereusement les verres sur son plateau métallique. « Madame » a-t-elle chuchoté, sa voix étranglée par une émotion soudaine. « Excusez-moi. Vous êtes Madame Delphine ?» J'ai levé les yeux, surprise d'être vue, vraiment vue, pour la première fois de la soirée. « Oui, c'est moi. » Elle a posé son plateau sur la table voisine avec un bruit sourd, ignorant totalement le protocole strict du service. « Oh mon Dieu! Je ne pensais pas vous rencontrer un jour en personne. Je suis Manon. Vous avez payé l'opération cardiaque de ma mère l'année dernière via votre fondation. Le dossier Cœur Espoir à l'hôpital Jean Minjose. Sans vous, elle ne serait plus là aujourd'hui. » Des larmes ont jailli de ses yeux, coulant sur ses joues rouges. Je me suis souvenu du dossier instantanément. Une mère célibataire, 2 enfants à charge, une valve cardiaque défectueuse, une opération refusée par les assurances car trop risquée et coûteuse. J'avais signé le chèque de 40 000 € sans hésiter une seconde. C'était pour cela que je gagnais de l'argent. Pas pour des châteaux ou des robes, mais pour ça. Je suis heureuse qu'elle aille bien, Manon, ai-je dit doucement, lui prenant la main pour la calmer. Merci, Madame la Présidente. Merci 1000 fois, a-t-elle sangloté, un peu trop fort dans le calme relatif de ce coin de terrasse. Le titre Madame la Présidente a flotté dans l'air lourd de la soirée comme une note discordante. 2 jeunes cadres de l'équipe marketing de Clarisse, qui fumaient une cigarette à quelques mètres de là, se sont retournés brusquement, comme piqués par une guêpe. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» a demandé l'un d'eux, un type aux cheveux gominés nommé Julien, que je savais être l'amant occasionnel de Clarisse. Elle l'a appelée présidente, a répondu sa collègue, une blonde peroxydée. Ils ont plissé les yeux, me regardant avec une nouvelle attention, scrutant les détails qu'ils avaient manqués. Ils ont remarqué la coupe parfaite de ma robe sous la tache, la qualité du tissu, ma montre, et surtout, l'aura de calme absolu et d'autorité qui émanait de moi maintenant que je ne baissais plus les yeux. Une onde de confusion a commencé à se propager. Julien a chuchoté quelque chose à l'oreille d'un autre collègue. Les têtes ont commencé à tourner vers mon coin sombre, une par une. Ce n'était plus de l'indifférence, c'était de la suspicion, de l'intrigue. Clarisse, toujours sur son nuage près de la fontaine, ne remarquait rien. Elle était trop occupée à rire de ses propres blagues et à faire des selfies avec ses admirateurs. Manon s'est essuyé les yeux avec son tablier et a repris son plateau, se redressant avec une fierté nouvelle. « Est-ce que je peux vous apporter quelque chose de mieux que ce ?» Elle a regardé le verre d'eau tiède devant moi avec dégoût. « Du champagne ? Le vrai, celui qu'il garde en réserve pour les VIP ?» J'ai souri, un vrai sourire cette fois. « Non merci, Manon. Reste juste là et regarde. Tu vas aimer la suite. C'est pour des gens comme toi que je fais ça. » L'atmosphère avait changé. Le vent avait tourné. Les murmures commençaient à enfler comme une marée montante. Pourquoi la serveuse pleure devant la sœur de Clarisse? Qui est-elle vraiment? Et soudain, le bruit caractéristique du gravier écrasé par des pneus larges a coupé toutes les conversations. Un silence lourd est tombé sur le jardin. Une voiture arrivait. Pas n'importe quelle voiture. Les phares LED puissants d'une Tesla Model S plaid noir ont balayé la terrasse, aveuglant momentanément les invités. La voiture s'est arrêtée pile devant l'entrée principale, là où seuls les VIP avaient le droit de se garer, bloquant l'accès.
La portière arrière de la voiture s'est ouverte dans un mouvement fluide et silencieux. Un homme en est sorti. Il avait la cinquantaine, une allure athlétique, des cheveux poivre et sel parfaitement coupés, et portait un costume sur mesure gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que toute la décoration florale de cette fête. C'était Monsieur Claude Vasseur, le PDG historique du groupe hôtelier. L'homme que Clarisse vénérait comme un dieu vivant, dont elle avait une photo encadrée dans son bureau, une photo de groupe prise lors d'un séminaire où elle avait été photoshopée plus près de lui, l'homme dont elle prétendait être la protégée, la favorite. Un murmure d'excitation a parcouru la foule comme une traînée de poudre. C'est Vasseur. Le grand patron est là. Clarisse ne mentait pas, il est vraiment venu pour son anniversaire. C'est incroyable. Clarisse a poussé un petit cri hystérique de joie. Elle a lissé sa robe frénétiquement, vérifié son décolleté, et s'est précipitée vers lui, les bras ouverts, son visage affichant un mélange d'admiration servile et de triomphe absolu. Monsieur Vasseur. A-t-elle glapi, sa voix tremblant d'excitation. Quel honneur. Je savais que vous viendriez. C'est le plus beau cadeau que vous pouviez me faire. Vous illuminez ma soirée. Elle est arrivée à sa hauteur, prête à faire la bise, ou peut-être à se jeter à ses pieds en signe de soumission. Venez, je vais vous présenter à mes parents, ils meurent d'envie de vous rencontrer. Et j'ai gardé une bouteille de Dom Pérignon millésimée juste pour vous. Venez, montez sur l'estrade avec moi. Claude Vasseur s'est arrêté. Il a ajusté ses lunettes à monture d'écaille sur son nez. Il a regardé Clarisse. Non, pour être exact, il a regardé à travers Clarisse. Il ne lui a pas serré la main tendue. Il n'a pas souri. Il n'a même pas ralenti le pas. Il l'a contourné comme on contourne un poteau gênant sur le trottoir ou un meuble mal placé. Le sourire de Clarisse s'est figé, se transformant en une grimace grotesque, un masque de clown triste. Ses bras sont restés en l'air, embrassant le vide, ridicule. La foule a retenu son souffle. Le grand patron venait de vanter l'hôtesse de la soirée devant 100 témoins. C'était un affront public. Vasseur avançait d'un pas déterminé, ses chaussures en cuir italien claquant sur les dalles de pierre de la terrasse. Il traversait la foule qui s'écartait précipitamment comme la mer Rouge devant Moïse. Il ne regardait ni le buffet somptueux, ni le groupe de musique qui s'était arrêté de jouer, ni les parents de Clarisse qui avaient la bouche ouverte, le verre à la main. Il se dirigeait droit, sans hésitation, vers le fond de la terrasse. Vers le climatiseur bruyant. Vers les odeurs de poubelle. Vers moi. J'ai vu la panique monter dans les yeux de Clarisse, une panique animale. Elle a trottiné derrière lui, ses talons dérapant sur le gravier. Monsieur Vasseur ? Les toilettes sont de l'autre côté. Là-bas, c'est juste le coin service. Il n'y a rien d'intéressant, c'est sale. Il y a juste ma sœur. Il l'a ignorée comme si elle n'existait pas. Il est arrivé devant ma chaise en plastique. J'étais toujours assise, les mains croisées sur mes genoux, mon expression illisible, calme au milieu de la tempête. La distance entre le monde artificiel de Clarisse et mon monde réel venait de se réduire à néant. L'homme le plus puissant de leur univers se tenait devant la ratée. Il y a eu une seconde de flottement, une seconde qui a duré une éternité. Une seconde où tout le monde, absolument tout le monde, se demandait s'il allait me demander de lui servir un verre, de nettoyer une tâche ou de vider une poubelle. Et puis, l'impensable s'est produit. L'impossible. Claude Vasseur, l'homme qui faisait trembler les directeurs d'hôtels de toute la France d'un simple froncement de sourcils, a joint ses mains devant lui et s'est incliné. Une inclinaison profonde, respectueuse, presque cérémonielle, comme un samouraï devant son seigneur. Quand il s'est redressé, il m'a regardé avec une déférence absolue, et sa voix de baryton a porté clair et fort dans le silence de mort du jardin. Bonjour, Madame la Présidente. 3 mots. Juste 3 mots, mais ils ont eu l'effet d'une bombe nucléaire lâchée au milieu du cocktail. Le verre de champagne que tenait mon père lui a échappé des mains et s'est brisé sur le sol avec un fracas qui a fait sursauter tout le monde. Mais personne ne s'est soucié du verre. Tout le monde était trop occupé à essayer de comprendre, de traiter l'information impossible qu'il venait d'entendre. Clarisse s'est arrêtée net, chancelant sur ses talons hauts. Quoi ? A-t-elle couiné, sa voix n'étant plus qu'un filet d'air.
Présidente? De quoi? Du club de tricot? De l'association de quartier? Vasseur s'est tourné vers elle lentement, et pour la première fois de la soirée, il l'a vraiment regardée. Son regard était froid, tranchant comme un scalpel, dénué de toute sympathie. Présidente du conseil d'administration du fonds L'Horizon, Mademoiselle Cross. La société d'investissement qui possède 51% de ce groupe hôtelier depuis 6 mois. Autrement dit, ma patronne. Et la vôtre. La propriétaire de tout ce que vous voyez. Un grand froid polaire a traversé l'assemblée. Les visages se sont décomposés. Les sourires se sont effacés. Les rires moqueurs d'il y a 10 minutes semblaient appartenir à une autre vie, à une autre dimension. Je me suis levée lentement. Je n'ai pas eu besoin de lisser ma robe. La tache de vin était toujours là, rouge et laide, mais soudain, elle ne ressemblait plus à une marque de honte. Elle ressemblait à une peinture de guerre, à la cicatrice d'un vétéran. Merci d'être venu si vite, Claude, dis-je, ma voix calme, posée, celle que j'utilisais dans les salles de réunion climatisées de Paris ou de Londres, pas celle de la petite sœur soumise de Besançon. As-tu apporté le dossier que je t'ai demandé? Bien sûr, madame. Tout est là. Il m'a tendu une pochette en cuir bleu marine, frappée du logo de l'Horizon. Je l'ai prise. J'ai senti le poids du cuir, le poids de la justice entre mes mains. J'ai marché vers Clarisse. La foule s'est écartée précipitamment, créant une allée large, me laissant un passage royal. Je n'étais plus invisible. J'étais le soleil noir autour duquel ils gravitaient tous, terrifiés de se brûler. Clarisse tremblait de tout son corps. Sa peau était devenue grisâtre sous son fond de teint, ses lèvres tremblaient. C'est une blague, Delphine? A-t-elle bégayé, cherchant le regard de nos parents. Tu as payé un acteur? C'est ça? C'est une farce pour mon anniversaire? C'est pour te venger de la robe? J'ai souri, mais mes yeux ne riaient pas. Ils étaient froids comme l'acier. Tu crois vraiment que j'ai l'humour pour ça, Clarisse? Après tout, comme tu l'as dit, je suis trop terrax en grave-terre, n'est-ce pas? Je manque d'imagination. Je me suis tournée vers nos parents. Ils étaient pétrifiés, comme des statues de sel. Ma mère tenait sa main sur sa poitrine, hyperventilant. Mon père me regardait comme s'il voyait un extraterrestre sortir du corps de sa fille méprisée. Vous m'avez tous demandé ce que je faisais de ma vie, ai-je dit, élevant la voix pour que tout le monde entende bien, chaque syllabe étant un coup de marteau. Vous avez supposé que j'étais une ratée parce que je ne vantais pas mes exploits à chaque repas de famille. Parce que je ne portais pas de marque. Mais pendant que Clarisse dépensait de l'argent qu'elle n'avait pas pour impressionner des gens qu'elle n'aime pas, moi, je construisais. J'ai tapoté le dossier bleu contre ma paume. Tac. 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 J'ai construit un empire. Et il y a 6 mois, j'ai acheté votre entreprise, Clarisse. Je voulais voir si tu méritais ton poste. Je voulais te donner une chance, par loyauté familiale. J'espérais avoir tort. Clarisse a reculé d'un pas, manquant de trébucher. Je suis une excellente directrice. Tout le monde le dit. Je fais des chiffres. Les chiffres ne mentent pas, Clarisse. Et ce dossier non plus. J'ai jeté le dossier sur la table du buffet, renversant une pyramide de macarons colorés. Il s'est ouvert en glissant, déversant des feuilles de calcul, des photocopies de chèques, des photos de surveillance granuleuses mais explicites. Clarisse a regardé les papiers éparpillés parmi les gâteaux écrasés comme s'ils étaient radioactifs. Une photo en particulier a attiré l'attention de Julien, son collègue et amant, qui s'était approché par curiosité morbide. C'est une facture de la société Gourmet Plus? A-t-il lu à voix haute, les sourcils froncés. Mais, c'est bizarre. Cette société n'existe pas dans notre base de données officielle. Et l'adresse, c'est ton adresse personnelle, Clarisse. La rumeur a explosé dans le jardin. Le secret était dehors, nu et laid. Tu as surfacturé les approvisionnements de l'hôtel de 20% depuis 2 ans, ai-je expliqué froidement, détaillant la mécanique de son crime. Tu as créé une fausse société écran pour encaisser la différence. Tu as détourné près de 150 000 €. Cet argent, c'est celui qui a payé cette fête obscène.
C'est celui qui a payé ta voiture. C'est celui qui a payé tes chaussures. Et cet argent, Clarisse, c'est mon argent. C'est l'argent de mes actionnaires. Clarisse est devenue écarlate, ses veines saillant sur son cou. C'est faux. C'est des complots. Tu as fabriqué ces preuves. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi parce que maman m'aimait plus. Elle s'est tournée vers Vasseur, cherchant un allié désespéré, agrippant sa manche. Claude, dites-lui. Dites-lui que je suis indispensable. Que je suis votre meilleure directrice. Vous ne pouvez pas croire cette folle. Vasseur a retiré son bras avec un dégoût visible, époussetant sa manche comme si elle l'avait souillée. Indispensable ? Personne n'est indispensable, mademoiselle, surtout pas quelqu'un qui vole la main qui la nourrit. Le conseil d'administration s'est réuni ce matin en urgence à la demande de madame la présidente. Il a sorti une enveloppe blanche, longue et officielle, de sa poche intérieure et l'a tendue à Clarisse. Vous êtes licenciée pour faute lourde, avec effet immédiat. Nos avocats déposeront plainte demain matin à la première heure pour détournement de fonds sociaux, abus de biens sociaux et faux et usage de faux. Je vous conseille vivement de ne pas quitter le territoire et de vous trouver un bon avocat. Vous en aurez besoin. Clarisse a pris l'enveloppe, ses mains tremblant si fort qu'elle l'a fait tomber dans l'herbe. Elle a regardé autour d'elle. Ses amis reculaient, détournant le regard, consultant leur téléphone, cherchant une sortie. Personne ne voulait être associé à une criminelle en col blanc. La fête était finie. L'illusion était brisée. Le masque était tombé. Elle s'est effondrée sur une belle chaise dorée cette fois, ironiquement, et a éclaté en sanglots. Des sanglots laids, bruyants, morveux. Ceux d'une enfant gâtée qui réalise que le magasin de jouets est fermé pour toujours et qu'elle a cassé son jouet préféré. C'est alors que mes parents sont sortis de leur stupeur. J'ai vu le calcul se faire dans les yeux de ma mère, rapide comme un ordinateur. Elle a regardé Clarisse, détruite, finie, puis elle m'a regardé, moi, la présidente, la femme riche et puissante, respectée par Vasseur. Elle a couru vers moi, écartant les bras, son visage se tordant en un sourire suppliant. Oh, Delphine. Ma petite fille. Je savais que tu étais spéciale. Je l'ai toujours dit à ton père. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? On aurait pu t'aider. On est si fiers de toi. Tu es notre réussite. Mon père a suivi, essayant de me taper dans le dos comme un vieux copain. C'est bien ma fille, ça. Du sang d'entrepreneur, comme son père. Allez, oublie ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pour rire, c'était une blague de famille. On t'aime, ma puce. Leur hypocrisie était plus nauséabonde que l'odeur des poubelles près de ma chaise en plastique. Ils changeaient de cheval au milieu de la course, sans aucune honte, guidés uniquement par l'odeur de l'argent et du pouvoir. J'ai levé une main pour les arrêter. Un geste sec, autoritaire, définitif. Ils se sont figés net. Ne me touchez pas, ai-je dit, ma voix basse mais tranchante comme du verre brisé. Ne m'approchez plus jamais. Mais Delphine, nous sommes ta famille. À pleurnichait ma mère, les larmes de crocodile commençant à couler. Tu ne peux pas nous rejeter. Non, ai-je répondu. Ma famille, ce sont les gens qui m'ont soutenu quand je n'avais rien. Ma famille, ce sont les gens comme Manon. Vous n'étiez là que pour rire quand on me traitait de déchet. Vous avez choisi votre camp il y a 20 ans, pour une paire de baskets. J'ai regardé mon père dans les yeux, soutenant son regard fuyant. Tu as dit que j'étais une ratée, papa. Eh bien, regarde-moi bien. Je suis la ratée qui vient de virer ta fille préférée et qui pourrait acheter ta maison demain matin si je le voulais. Mais ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Je ne veux rien qui vienne de vous. Rien. Le jardin était silencieux. Même le vent semblait avoir retenu son souffle. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer, les musiciens rangeaient leurs instruments avec gêne. Seuls les sanglots de Clarisse brisaient le calme nocturne, pathétique et continu. Je me suis tournée vers Manon, la serveuse, qui regardait la scène avec des yeux brillants d'admiration, serrant son plateau contre elle comme un bouclier. Manon, l'ai-je appelée doucement. Elle a sursauté. Oui, madame? Si tu cherches un stage pour cet été,
ou un emploi après tes études, appelle mon bureau lundi. On a besoin de gens honnêtes, travailleurs et qui ont du cœur chez l'Horizon. Je m'occuperai personnellement de ton dossier. Elle a souri, un vrai sourire radieux qui a illuminé son visage fatigué. Merci. Merci, madame. Je viendrai. Puis, j'ai fait signe à Claude Vasseur. On y va, Claude. J'ai assez vu de ce cirque. L'air est vicié ici. Bien sûr, présidente. Ma voiture vous attend. Je vous raccompagne à Paris? J'ai commencé à marcher vers la sortie, mes talons claquant sur la terrasse en pierre. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas regardé Clarisse, recroquevillée dans sa robe dorée ternie, désormais symbole de sa déchéance. Je n'ai pas regardé mes parents, qui restaient là, bouche bée, réalisant qu'ils venaient de perdre leurs 2 filles en une seule soirée, l'une par la honte publique, l'autre par l'indifférence totale. Ils allaient finir leurs jours seuls, avec leurs bijoux fantaisie et leurs souvenirs enjolivés. En passant devant la sortie de service, j'ai vu la chaise en plastique blanche, toujours là, vide et triste sous le climatiseur. J'ai souri. Elle ne me définissait plus. Elle n'était qu'un objet. Un trône pour les fantômes du passé. Je suis montée dans la Tesla. L'intérieur sentait le cuir neuf et le calme. La porte s'est refermée avec un bruit sourd et rassurant, coupant le bruit, l'odeur et la toxicité de cette famille pour toujours. Alors que la voiture descendait la colline de Vregy dans la nuit noire, laissant le château illuminé derrière nous comme un navire en train de sombrer, j'ai senti une paix immense m'envahir. Ce n'était pas de la joie explosive. C'était du soulagement. Le soulagement profond de ne plus avoir à chercher leur approbation. De ne plus avoir à prouver que j'existais. Épilogue 1 mois plus tard. Je suis assise dans mon atelier privé, au dernier étage du siège de l'Horizon à Besançon, dans un immeuble de verre et d'acier. La vue sur la boucle du Doubs et la citadelle est magnifique. Sur mon établi d'horloger, la montre à gousset que Clarisse avait brisée est démontée. J'ai commandé un nouveau verre sur mesure chez un artisan suisse de renom. Mon téléphone vibre sur le bureau. C'est un message de Clarisse. C'est le 5e cette semaine. Delphine, s'il te plaît. Ils vont saisir ma voiture et mon appartement. Papa et maman ne peuvent pas m'aider, ils ont des dettes. Je suis ta sœur. On a le même sang. Rappelle-moi. Je t'en supplie. Je regarde le message sans rien ressentir. Ni colère, ni pitié, ni tristesse. Juste le vide. Clarisse a été condamnée à de la prison avec sursis et à rembourser chaque centime détourné. Elle a tout perdu, son travail, ses amis superficiels, son statut social. Elle vit maintenant chez nos parents, dans mon ancienne petite chambre, dormant dans le lit où je pleurais enfant. L'ironie est parfaite. La boucle est bouclée. Je supprime le message et je bloque le numéro définitivement. Je prends le nouveau verre de montre, je l'ajuste délicatement sur le boîtier en argent que j'ai poli de nouveau. Il s'emboîte parfaitement avec un petit clic satisfaisant. Je remonte le mécanisme. Tic-tac. Tic-tac. Le cœur de la montre se remet à battre. Régulier, fort, précis. J'ai réparé la montre. J'ai sauvé ce qui pouvait l'être. Mais certaines choses, comme les familles toxiques, sont trop cassées pour être réparées, et c'est très bien comme ça. J'ai enfin compris que mon temps est trop précieux pour le donner à ceux qui ne savent pas le lire. J'ai ma propre heure maintenant. C'était mon histoire. Parfois, il faut accepter d'être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre pour devenir le héros de la sienne. Il faut savoir briser les liens pour ne pas se briser soi-même. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, mes amis. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez aussi vécu une revanche silencieuse contre ceux qui ne croyaient pas en vous, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire incroyable. Prenez soin de vous, croyez en vous, et n'oubliez pas, le succès est la meilleure des vengeances.